Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi? Salut Rudy, ça va? Alors déjà, merci à nos auditeurs qui, la semaine dernière, ont répondu à l'interrogation que j'avais mis en podcast. J'avais sur le bout de la langue du mot, mais je l'avais perdu. Effectivement, un groupe de cuisiniers dans la cuisine d'un restaurant, on appelle ça une brigade. Bravo à ceux qui avaient trouvé et qui nous l'ont mentionné sur YouTube. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de podcast, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas comme dans la vraie vie. On peut se poser, réfléchir 1 ou 2 secondes et puis voilà. C'est que comme on a toujours envie de parler pour pas qu'il y ait de blanc, il faut réfléchir en même temps qu'on parle et des fois ça vient pas et du coup on se stresse et du coup on trouve encore moins ce qu'on cherchait. Et voilà pourquoi des fois on emploie des mots à la place des autres et notamment la dernière fois, je crois qu'on avait parlé de casque, il me semble à conduction osseuse, alors que je crois que Rudy avait dit à induction, moi j'avais employé encore un autre mot, enfin bon. Tous les mots étaient faux, mais c'est pas grave, vous aviez compris de quoi on parlait. Alors aujourd'hui, Rudy, grande nouvelle, il y a un nouveau site pour la boutique Superphysique Nutrition et on en a profité pour changer l'URL. Donc maintenant, le nouveau lien de notre boutique de vente de compléments alimentaires, c'est superphysique-nutrition.fr. Donc voilà, il y a un nouveau design un petit peu plus joli, c'est bien mieux pour les smartphones. Et voilà, et évidemment, comme sur tout nouveau site, il y a aussi quelques petits problèmes de temps en temps, donc on va espérer que tout se résolve avec le temps. Ça a été bien galère ce projet, mais bon, on a abouti à quelque chose. J'ai un petit point, Fabrice, rapidement sur cette nouvelle boutique. En fait, on a refait la boutique d'une part pour des questions techniques, parce que ça devenait un peu obsolète par rapport à la technologie qu'on utilisait, et d'autre part pour également ouvrir un petit peu la boutique à un public plus large. En effet, vous avez pu le sentir au fur et à mesure des podcasts qu'on fait depuis maintenant, en tout cas c'est Superphysique Podcast depuis maintenant plus de 6 ans, que on était moins orienté muscu, même si on adore toujours ça, et que je m'entraîne toujours à fond et je suis toujours content de congestionner, et que je coach toujours dans ce milieu-là, qu'on était plus orienté d'un point de vue sport, globalement, qu'on pratiquait, et Fabrice va y revenir un petit peu après, d'autres activités. Moi, le kayak, je cours, j'ai repris la course depuis un petit moment, j'ai même repris le vélo. Mais bon, on en reparlera sans doute avec Clément la semaine prochaine, puisqu'il va nous parler de ses aventures. Et donc, on voulait vraiment que ça colle plus avec notre vision de la musculation et du sport de manière générale. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on a refait la boutique pour, comme vous le savez, moi, je suis plutôt partisan que tout soit une extension de nous-mêmes. Et donc là, la boutique nous ressemble beaucoup plus. Alors, on a quelques petits trucs encore à peaufiner, mais on espère que vous y retrouverez plus facilement. Et en tout cas, à terme, on veut aussi essayer de la rendre encore plus lisible, plus accessible, toujours dans cette idée de proposer ce que nous, on prend ou ce qu'on prendrait à des prix auxquels on paierait et pas des prix auxquels on paierait pas. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous lisez la rubrique barre de protéines que j'ai écrite, j'explique pourquoi nous, on n'en fait pas et pourquoi on les recommande pas. Mais et donc, il y a plein de trucs comme ça que vous pourrez lire sur le site qui, j'espère, vous donneront le sourire, vous amuseront et vous feront comprendre que on n'est pas là pour vous prendre pour des pigeons, comme certains. Voilà. Ouais, et ben justement, en parlant de pigeons, je crois que la dernière fois, j'avais dit que le Black Friday, c'était une grosse arnaque. En tout cas, si je me basais sur justement les fameux casques à conduction osseuse, puisque au final, les prix bariolés Black Friday
c'était les mêmes que ceux que je voyais depuis des mois et des mois. Et en fait, ça a été confirmé par une petite étude, je crois, de 60 millions de consommateurs ou de l'UFC que je choisir, l'un des deux, qui a montré, et je l'avais aussi déjà entendu en podcast, que les prix ont tendance à augmenter sur le mois d'octobre. Ensuite, le jour du Black Friday, ça rediminue un peu, mais au final, on retrouve les prix de début du mois d'octobre et que c'est essentiellement des fausses promotions. Et d'ailleurs, pour être allé aussi à Intersport régulièrement, au final, des fois, il y avait des étiquettes Black Friday pour des prix là qui sont toujours en promo et puis qui étaient des vieux prix d'avant. Donc tout semble bien bidon dans cette histoire de Black Friday. J'ai une blague, Fabrice. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai sorti mon nouveau livre que je viens d'ailleurs de recevoir et que je commence les expéditions demain. Là, je fais des enveloppes. Donc The Life. Et donc, dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent bravo, c'est cool, je vais commander tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit je suis intéressé. Est-ce que je peux avoir un code de réduction? J'ai dit le code de réduction, c'est pour les cons. Et donc l'histoire pourrait s'arrêter là, parce que moi ça m'a fait marrer, donc je pense que la fille a dû prendre ça en rigolant, et ceux qui me connaissent aussi qui me lisent, qui sont habitués. Et finalement la fille, donc Louise, je sais pas si elle nous écoute dans ce podcast, l'a commandé au prix que j'avais mis, donc 29,90, un prix honnête. Et donc c'était marrant parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y en a beaucoup qui guettent les réductions, les promotions, les trucs, et moi j'ai toujours été contre tout ça, et c'est pour ça j'ai toujours été plutôt pour le juste prix. Et en hommage à Philippe Risoli pour ceux qui ont la référence. Mais non, voilà, il y aura pas de code réduction sur Superphysique. Vous verrez pas des influenceurs qui sponsorisent leur publication mettant moins 10% avec le code du con 10. Nous, ça n'existera pas parce que c'est le juste prix toute l'année et tout le temps pour tout ce qu'on fait. Ouais, d'ailleurs, tu sais, là, je regarde, c'est rare de ma part, mais je regarde une chaîne YouTube avec des récaps de trucs de MMA et régulièrement, il y a des partenariats avec des marques. Alors, ça peut être des marques de bijoux ou des marques de trucs tondeuses à rasoir pour se raser, etc. Et effectivement, il y a souvent des coupons de 10% qui sont proposés par le YouTuber parce que c'est une manière, en fait, pour la marque qui utilise le YouTuber pour faire sa promotion de voir si le YouTuber, il génère des ventes. En fait, le code, voilà, il permet aussi ça. Et souvent, si la marque peut se permettre, de payer l'influenceur, 2, qu'il y ait un coupon réduction de 10% en plus par les gens qui vont regarder l'influenceur, c'est souvent qu'elle fait une grosse marge sur ses produits. Et comme de fait, je suis allé voir à combien étaient les tondeuses pour se raser le visage ou la tête, ou je suis allé voir à combien étaient les bijoux les bijoux de mauvaise qualité qui étaient proposés. Et effectivement, c'était très très cher pour la qualité. Et souvent, en général, voilà, quand il y a des réductions, c'est comme avec Internet, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Bah là, s'il y a des réductions, c'est que vous payez trop cher la marge. Parce que quand les marges sont faibles, on peut pas faire de réduction, donc l'affaire est vite réglée. Bref. Alors, Rudy, tu sais que l'année dernière, le temps va vite, hein. Il y a 2 semaines, quand j'avais pas encore 44 ans, j'avais proposé 3 cadeaux d'anniversaire. Voilà. Donc, il y avait eu, la Battle Rope. Donc ça, je l'ai enlevé. Ça me faisait chier. Je me suis dit, si je me retrouve encore avec un truc en plus qui va m'encombrer, va falloir que je la sorte régulièrement de ma salle d'entraînement pour l'attacher à un arbre. Après, il faudra la rentrer pour pas qu'elle prenne la pluie puis qu'elle pourrisse dehors. En la rentrant, ça va traîner par terre, ça va tout me salir, etc. Je me suis dit, ça va m'emmerder, ce truc-là. Donc, la Battle Rope, je l'ai enlevé de la liste des cadeaux. Après, il y a le fameux casque, donc à conduction osseuse, si c'est le bon terme, ou si c'est induction, ou si c'est résonance. Enfin, bref, voilà, ça doit être ça, conduction osseuse. Alors là, effectivement, il y a quelqu'un qui en commentaire de YouTube a dit ouais, mais le Bluetooth juste derrière l'oreille, près du cerveau, je suis pas motivé. Et effectivement, je me suis dit bon, on sait pas trop ce qui se passe si on se met du Bluetooth vers le cerveau. Peut-être que dans 20 ans, on découvrira quelque chose ou pas. Et puis après, je me suis dit, en plus, il va falloir se galérer encore avec une nouvelle batterie à recharger, tout ça. Bref, complications, problèmes technologiques, etc. Je me suis dit, allez, te fais pas chier, garde ton casque filaire. Au moins, t'es peinard. Et du coup, le ça, vieux. j'ai évacué. Et il restait donc que la ceinture à fréquence cardiaque que j'avais déjà achetée. Et avec lequel j'ai fait des tonnes et des tonnes de tests en 2 semaines. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il y a eu des tests foireux aussi parce que tout d'un coup, la ceinture, elle marchait pas ou elle renvoyait 0 et tout ça. Ceinture à 30 €, en fait, on l'avait dit.
Ouais. Ça, c'est toujours ce que Rudy dit. Rudy dit que si j'ai toujours des problèmes chaque fois que j'achète des choses, c'est parce que je prends des premiers prix. Et après, il dit, c'est pour ça qu'après, tu veux jamais rien acheter ou que tu veux plus rien acheter parce que tu dis que t'as des problèmes, mais c'est parce que chaque fois, t'as acheté le premier prix. Bref. En l'occurrence, c'était autre chose. C'est parce que pour que ça marche bien, il faut mouiller, les électrodes qui sont sur la ceinture avec une petite éponge juste avant de le mettre. Et là, en général, il y a plus ce problème que de temps en temps, il trouve plus la fréquence cardiaque. Bref, donc j'ai joué avec cette ceinture pendant 2 semaines et j'ai appris des tas de choses, Rudy, que je vais te partager. Je suis prêt. Ouais. Et alors, le gros truc, c'est qu'en fait, pour spolier, c'est que je pensais qu'il y avait une espèce de corrélation entre, on va dire, l'intensité avec laquelle on respirait, le fait qu'on transpire beaucoup et la fréquence cardiaque. Voilà, j'imaginais pas qu'il y ait une corrélation parfaite, mais je pensais que c'était relativement lié. Et en fait, il s'avère que c'est pas si lié que ça. Donc j'ai mis par exemple, je suis parti faire ma promenade vespérale. Vespérale, tu sais ce que ça veut dire, Rudy? Non, je pense qu'il y a personne qui utilise ce mot. Bon, juste avant de me coucher, avec ma lampe frontale, voilà, la promenade de la veillée. Et donc j'avais mis la ceinture et voilà, donc je fais plein de tests pendant cette promenade. Donc je marche normalement, je marche avec mes bâtons de marche en mode vitesse moyenne. J'accélère à toute vitesse, je grimpe des côtes, je descends des pentes. Enfin bref, je me balade à l'intérieur de la forêt et je pousse des branches avec les mains, etc. Je fais ça pendant 1h30. Je fais ça pendant 1h30 et en fait, je consultais pas le smartphone pour voir quelle était la fréquence cardiaque qui avait été enregistrée pendant tout ce parcours-là. Et j'arrive à la maison, je saute sur ma femme. Je dis, oh là là, s'il te plaît, fais stop sur le smartphone, fais stop sur le smartphone. Je vais avoir la surprise de tout mon enregistrement cardiaque pendant, voilà, ma promenade du soir. Ça va être très, très intéressant. J'étais comme un gamin devant un magasin de bonbons tellement, voilà, j'étais impatient de voir ce qui s'était passé. Et alors, Rudy, là, le drame, sachant quand même que pendant cette promenade, quand je fais à un moment donné, je fais de la marche nordique, donc la marche avec le bâton. Est-ce que c'est vraiment la technique nordique ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'essayais de marcher le plus vite possible avec les 2 bâtons et en respirant par le nez. Et je commençais déjà à transpirer parce que je marchais vraiment très vite. Donc j'étais tout impatient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant toute cette balade, la fréquence cardiaque, elle a pas monté beaucoup, quoi. Combien? En gros, c'était souvent autour de 90. En marchant très vite et donc en transpirant un petit peu, ça grimpait un peu vers 100. Et en fait, il y a eu juste un moment où j'étais à 120. C'est quand il y a eu une côte à grimper. Mais sinon, pendant toute la balade, en gros, j'étais entre 90 et 100. Et donc, entre 90 et 100, si on se base sur le bordel des zones et tout le tralala, on en reparlera après. En gros, c'est même pas l'échauffement. C'est même pas considéré comme une fréquence cardiaque d'échauffement, alors que pourtant j'ai eu l'impression de marcher bien, quoi. Donc je fus surpris et un peu déçu. Alors soit le point positif, on se dit le type c'est un super athlète même quand il marche dans une forêt c'est pas ça. à toute vitesse, etc. Ouais, ça je me doutais que Rudy qui est toujours là à me rabaisser, que jamais il va dire ça. Pas du tout. Mais donc soit je me suis dit soit je suis un super athlète. Mais effectivement, j'ai évacué assez vite la truc. Soit je me suis dit, après tout, en même temps, c'est plutôt bien qu'en faisant une activité relativement basique comme la marche, y compris rapide, que le cœur ne monte pas trop, parce que s'il fallait que ça monte à 150 en faisant juste de la marche, forcément, ce serait un peu le bordel pour la longévité. Mais en tout cas, ça m'a montré que si on se base sur ce système de zones, mais encore une fois, j'y reviendrai après, et qu'il faut être en zone 2 ou en zone UT1 pour ceux qui font du rameur. On en reparlera pour développer son endurance. Et là, je suis pas du tout dans cette zone-là aujourd'hui parce que ça va envoyer du lourd. Et là, on n'est pas du tout dans la bonne zone. Voilà, on n'est même pas dans la zone échauffement. On est au mieux dans une zone relaxation, quoi, si on peut dire. Et pourtant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se promènent à la vitesse à laquelle je marche le soir. Et bon, bref, ça c'était le premier test. Deuxième test avec le vélo d'appartement. Donc le vélo d'appartement, c'est le vélo Decathlon ou Domios. Là, je suis premier prix, premier prix comme d'habitude. Vous non, c'est pas le premier. Non, là c'est le deuxième prix. J'ai payé 300 balles.
il est pas trop mal. C'est une roue à inertie, je sais plus, je crois qu'on a inertie 6 kilos, quelque chose comme ça. Il y a différents programmes sur le truc. Donc, il y a un programme, calorie 1, calorie 2, fit 1, fit 2, pulsation et performance. Et à chaque fois, dans ces programmes-là, en gros, il y a la résistance avec laquelle on doit pédaler qui fluctue. Et les deux programmes les plus difficiles, c'est le programme pulsation, où il y a une montée pyramidale de la résistance, et puis le programme performance, où ça alterne entre très grosse résistance, faible résistance, très grosse résistance, faible résistance. Bref. Et donc, je fais le programme que je considère le plus difficile, le pulsation, pendant 45 minutes. Et alors, ce qui se passe. Déjà, est-ce que la fréquence cardiaque qui était indiquée sur le vélo d'appartement, elle est fiable? Eh ben, oui et non. En fait, il y a une grosse inertie. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait pas c'est comme si pour calculer la fréquence cardiaque affichée sur le vélo, s'il faisait la moyenne des prises de fréquence cardiaque passées, mais dans les 10, 20 ou 30 secondes. C'est-à-dire que par exemple, si à un moment donné, vous êtes à 130 de fréquence cardiaque, vous enlevez les mains de votre capteur Décathlon. Donc là, ça passe à 0 parce qu'il n'y a plus les mains dessus. Ensuite, vous remettez les mains. Eh ben, il va falloir plusieurs je sais pas, peut-être 20 secondes ou 30 secondes pour qu'il revienne à 140. Il va d'abord mettre 70, 75, 80, 85, 90, etc. Donc c'est pas très très pratique, donc c'est pas super fiable. Plus vous transpirez, moins ça capte bien et plus ça se met à déconner. Et donc tout ça pour dire qu'au final, le chiffre qui était affiché sur le vélo en lui-même, il est pas fiable, pour la faire courte. Donc il faut se baser sur la ceinture. Bah, c'est pas étonnant, Fabrice. En même temps, c'est un vélo. C'est un vélo deuxième prix. Pour donner un ordre d'idée, là, Decathlon vient de sortir un vélo qui se connecte à Zwift, tout ça, un peu comme le Bike Erg de Concept 2, dont on reparlera après. Ça coûte 1200 €. Voilà, un bon vélo d'appartement, tout connecté, top, c'est 1200 €. Voilà, c'est à peu près ça le prix. Donc forcément, quand tu lâches 300, 4 fois moins, bah t'as plein de trucs qui sont cheap. Je comprends. Ok. Mais bon, comme finalement la ceinture fait le job pour compléter, à la limite, c'est pas un problème. Et alors là, ce que j'ai découvert, et donc sur ce truc de 45 minutes de vélo, c'est que les 3/4 du temps, il se passe exactement la même chose qu'avec la marche. En fait, la fréquence cardiaque ne monte quasiment pas. Alors, on est à peine plus haut que en marchant, quand on atteint une zone de résistance importante selon le programme. Mais en réalité, je ne suis dans la bonne zone avec ce programme-là que pendant 10 minutes, au moment où la résistance est maximum et où, d'après le vélo, mais je pense que c'est pas fiable non plus, où ça dit que je suis à 35 km/h. Et alors, le problème, c'est qu'en fait, quand je fais ce programme-là, je transpire, mais comme un dingue. Comme si, je vais pas dire que j'avais un flingue derrière la tempe et puis qu'il fallait que je pédale, mais voilà, je me dépouille, je transpire, j'arrive quand même encore à respirer que par le nez sans avoir à ouvrir la bouche, mais j'avais vraiment l'impression de me dépouiller. Et c'est pareil, du coup, quand j'ai vu le truc de fréquence cardiaque, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis même pas dans la 10 minutes dans la zone 2, alors qu'on est censé pouvoir faire 30 à 1 heure de zone 2. Et là, je transpirais comme un fou. Et j'ai fait ça plusieurs fois de suite. Et je me disais, mais même en salle, si je transpire comme ça en salle d'entraînement, les gens, ils vont me jeter dehors, quoi. Avec la salle d'entraînement qui puait la mort, avec de la buée sur les vitres et tout ça. Et tu vois, et on n'est pas en plein été, hein. Il fait 15 degrés, hein, dans ma salle d'entraînement. Donc, on peut même pas dire que c'est la température extérieure. Et puis, c'est pas non plus que je suis très habillé. Voilà. Au début, je suis en sweat. Après, je l'enlève. Puis après, je suis en t-shirt. Donc, je me suis dit, merde. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la transpiration et puis la zone. En tout cas, sur le vélo, ça marche pas. Et alors, à nouveau, est-ce que je suis un super athlète, Rudy, ou est-ce qu'il y a une autre explication? Alors, quelle est ton explication, Rudy, pour ce truc-là? Où donc il faut que je sois à 35 km/h pour être en zone 2. Et le problème, c'est qu'à 35 km/h, j'ai très très chaud et j'ai les cuisses qui congestionnent et puis je commence à avoir mal aux cuisses un petit peu, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est impossible que je tienne 1 heure comme ça. Impossible. Alors je dis pourquoi. Il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que les zones d'entraînement, si on les accepte comme justes et voilà que bien déterminées tout ça, même si c'est pas aussi fiable que ça, elles sont différentes en fonction de la modalité. C'est-à-dire que quand tu fais de la course à pied, ou quand tu fais du rameur, ou quand tu fais du vélo ou de la marche, c'est pas les mêmes zones. Sur le vélo, comme on est, entre guillemets, il y a que les jambes qui bougent, le haut bouge pas, on est stabilisé, on est assis, nos zones ont tendance à être plus basses. Donc, je donne un exemple. Moi, sur le vélo, quand j'en faisais beaucoup, quand j'étais
à ma zone 2, entre guillemets, en termes de watts, donc qui correspondait genre à 140 ou 150 watts à peu près, sur mon bike erg, et ça on y reviendra peut-être un peu après, mon cœur était aux alentours de 100, 105. Maxi, vraiment, j'étais là. Alors que en course à pied, pour donner un exemple, quand je cours à 10 km/h, ce qui est pas grand-chose, voilà, pour moi, bah tout de suite mon cœur est à 135, 140. Ok? Donc ça tient déjà à la modalité. Quand tu cours, il y a plus de muscles en jeu, il y a l'équilibre à gérer, tu transpires comme sur le vélo, voire un peu plus. Premier point. Deuxième point, quand tu fais du vélo, quand tu fais n'importe quel effort physique, tu as plusieurs systèmes qui rentrent en jeu. C'est un peu comme en muscu, on l'avait expliqué dans les articles sur Superphysique, pour ceux qui sont assidus. T'as ton système cardiovasculaire, t'as ton système cardio-respiratoire, t'as ton système nerveux, t'as ton système musculaire. Or, le vélo, c'est un effort qui est beaucoup plus musculaire que la course à pied. Et donc, en ce sens, ce qui pourrait expliquer que tu transpires à fond tout ça, si tu te rappelles, pareil, je sais pas si tu avais vu ça, mais dans les bouquins de physio, dans ta contraction musculaire, tu as une déperdition en fait de 75%. En fait, on perd ce qu'on appelle le rendement musculaire. C'est 25% productif et 75% qui est évacué sous forme de chaleur. C'est pour ça que tu transpires beaucoup sur le vélo, parce qu'en fait, tu produis un effort musculaire plus que cardio, et que c'est sans doute ton facteur limitant. Et c'est ton facteur limitant parce que, comme j'en ai souvent parlé, et notamment dans ce super guide ultime de l'endurance que tu veux pas lire, j'ai bien compris, que personne ne veut lire, parce que le truc est trop complet, j'ai voulu faire le top, et voilà. Bref, ce super truc, c'est que ce qui te limite aujourd'hui, c'est le développement de ce qu'on appelle ta VO2, moi ce que j'appelle ta VO2 locale, c'est ton manque de capillaires, et surtout ton manque de mitochondries au niveau local, ce qui fait que tu congestionnes, et que c'est pas en corrélation avec ton développement cardiovasculaire d'un point de vue général, avec le développement de ton cœur, avec ton développement peut-être cardio-respiratoire aussi. Et donc, comme c'est pas corrélé, ton facteur limitant, c'est les muscles, c'est ce manque de mitochondries, ce manque de développement des fibres, qu'on appelle fibres lentes pour simplifier, ce manque de capillaires, qui fait qu'en fait, tu transpires parce que l'effort est très musculaire, et que donc, ça génère beaucoup de chaleur, et que donc tu transpires, et qu'en fait, ton cœur monte pas parce que t'es pas équilibré. Alors après, je te rassure de tout ce que j'ai pu voir personnellement en faisant faire des tests, tout ça. Pour la plupart des pratiquants de muscu, effectivement, ils se retrouvent dans le même cas que toi. Ils ont du mal à monter d'un point de vue cardio sur le cœur parce que les cuisses sont en retard d'un point de vue de ce développement aérobie. Alors ça vient pour moi, c'était venu au bout de 3, 4, 5 semaines où à un moment, c'était à peu près équilibré et je pouvais vraiment monter sur le vélo sur des séances classiques de style 5 x 5 minutes, des entraînements au seuil, comme on dit. Donc en zone 4, pour ceux qui sont là-dessus, ou dans la séparation entre le domaine 2 et 3. Et là, je pouvais monter à 170 de pulse, ce qui est loin de mon max, mais ce qui était assez haut pour le vélo, en tout cas pour moi, par rapport à ce que j'avais calculé, tout en n'étant pas limité par la congestion de mes cuisses. Mais il faut plusieurs semaines d'entraînement, notamment à basse intensité au début pour commencer, pour pas que ça congestionne, pour que toute cette vascularisation, cette aérobie, ce système oxydatif au niveau local se développe. Ok, donc ça c'était pour le vélo. Et alors maintenant, beaucoup plus intéressant, le test de la fréquence cardiaque sur le rameur à domicile ou ergomètre selon le terme consacré. Et du coup, avant de commencer ça, je vais revenir sur les zones. Donc la dernière fois, on avait dit qu'il y avait des zones 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Voilà, c'était des pourcentages de la fréquence cardiaque maximum. Et donc, je vais revenir là-dessus. Donc, premièrement, sur la fréquence cardiaque maximum, comment on la calcule? Alors, il y a plusieurs formules sur Internet. La plus connue, c'est 220 moins l'âge. Mais en gros, les autres formules, c'est à peu près du même acabit. Et il se trouve que coup de peau, pour moi, toutes les formules, quand on a 44 ans, comme on doit être à peu près au milieu du guet, donnent le même chiffre, c'est-à-dire 176 de fréquence cardiaque max. Mais évidemment, comme l'avait déjà expliqué Rudy, si on veut, on peut aller la trouver nous-mêmes en faisant un effort à haute intensité après s'être bien échauffé et tout ça. Et puis du coup, la fréquence cardiaque qu'on va atteindre pendant cet effort très intense, ce sera la fréquence cardiaque maximum. Et ça peut permettre d'avoir une donnée qui est plus fiable que la formule. Alors, à partir de cette fréquence cardiaque max, on calcule les zones. Et là, déjà, il y a un premier problème, c'est qu'il y a deux méthodes pour calculer ces zones. La première méthode, la plus simple, donc, c'est de se baser sur des pourcentages de la fréquence cardiaque max. Donc, par exemple, imaginons la fameuse zone 2, entre 70% et 80%, on fait 70% 276 me concernant et 80% 276 me concernant, et puis ça nous donne la plage. Ça, c'est la formule de type 1.
mais elle est jugée pas très fiable pour les sportifs. Et il y a la formule de type 2 qui, elle, va se baser sur votre fréquence cardiaque au repos. Et dans ce cas-là, la bonne formule est de faire votre fréquence cardiaque au repos, donc dans mon cas, c'est 48, plus 70% de votre amplitude cardiaque. Et l'amplitude cardiaque, cette fois-ci, c'est la fréquence cardiaque maximum moins la fréquence cardiaque au repos. Donc, dans mon cas, ça nous donne, par exemple, pour avoir la zone 2, 48 plus 70% de, entre parenthèses, 176 moins 48. Et ça nous fait donc du 138. Et pour atteindre la deuxième borne de cette zone 2, donc on fait la même chose mais avec 80%. Et en gros, moi, ma zone 2, d'après cette deuxième formule, c'est entre 138 et 150 pulsations à la minute, avec une moyenne à 144. Et donc, c'est ce chiffre-là qui est de 144 qui est assez difficile à atteindre pour moi sur le vélo. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur le rameur, là, on explose très rapidement ces chiffres de fréquence cardiaque. À peine on commence à faire du rameur, en fait, que le cœur monte très vite, même parfois trop vite, et on doit ralentir son espèce de coup de rame, si on peut dire, pour qu'il redescende à peu près dans la bonne zone. Et du coup, là, ce que je me suis rendu compte, et Rudy va pouvoir tout élaborer là-dessus, c'est qu'au final, si jamais on est vraiment à fond sur ces histoires de fréquence cardiaque, de zone et tout le bordel, c'est que le rameur, c'était l'outil ultime. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de facteur extérieur, par exemple, si vous faites du vélo, pas sur le vélo d'appartement, mais dehors, des fois, il faut monter une côte, donc c'est plus difficile. Des fois, il y a du vent, des fois, il n'y a pas de vent, des fois, il y a un feu rouge, voilà. Des fois, vous êtes derrière quelqu'un qui fait du vélo. Il y a plein de facteurs extérieurs qui vont modifier l'effort. Alors que là, avec le rameur, tout est toujours pareil. Vous avez devant vous votre écran qui vous donne la fréquence cardiaque, et puis en fait, c'est vous qui déterminez l'intensité de l'effort avec la manière dont vous allez tirer. Si vous tirez le plus fort possible, ou si vous tirez moyennement, ou si vous tirez lentement, et avec la cadence. Et du coup, en combinant ces deux trucs-là, on arrive à peu près à être pile dans le bon chiffre de la fréquence cardiaque. Et là, sur le rameur, pour le coup, c'est assez facile d'atteindre la fameuse zone 2, si on peut dire. Alors eux, en rameur, ils ont des autres noms. Eux, ils appellent ça, c'est Concept 2 qui appelle ça. Eux, leur zone 5, ils appellent ça UT2, plus ou moins. La zone, non, pas la zone 5, la zone 1. La zone 2, ils appellent ça UT1. La zone 3-4, c'est plutôt AT, TR et puis AN. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes noms. Mais en gros, quand on fait du rameur, les deux zones importantes, c'est 70-80 et le 80-85%. Et c'est assez drôle parce que ça nous rappelle un petit peu les trucs en musculation. Parce qu'en musculation, pour prendre du muscle, il faut prendre des charges principalement autour de 70-80% de son maxi pour l'hypertrophie sur les mouvements polyarticulaires. Et pour prendre de la force, faut faire beaucoup de travail à 80-85% de son maxi, les fameux 5x5. Et au final, ça ressemble assez, en fait, avec l'UT1 et le AT du rameur. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup joué avec le rameur et avec ce truc de fréquence cardiaque. Je me suis entraîné pour pouvoir ramer uniquement en respirant par le nez. Et ça marche pas trop mal. Et ça me permet d'éviter de monter dans des zones dans lesquelles il faudrait pas monter. Parce qu'il faut pas que ce soit trop intense non plus. Et grosso modo, voilà le résumé. C'est qu'en fait, le rameur semble être l'outil vraiment ultime si on est absolument, rigide sur ces histoires de fréquence cardiaque et puis qu'on veut tenir exactement ce qui est prévu. Par exemple, 30 minutes pour moi avec une fréquence cardiaque de 144, ça voudrait dire 30 minutes en zone 2 ou en UT1 et ce serait le truc idéal à faire plusieurs fois par semaine pour développer mon endurance. Et donc, c'est facile à mettre en œuvre sur le rameur. Ah oui, puis alors, j'ai pas précisé aussi, en échauffement, donc quand on fait des petits exercices genre pompe, squat à vide, fente, etc., c'est pareil. Alors, le cœur ne monte pas du tout, sauf quand on fait des fentes ou un petit peu de squat, même à vide, là, ça monte un petit peu, mais le reste du temps, en gros, ça monte pas. Et du coup, je me suis dit que vraiment, quand on faisait de la musculation, en termes d'intensité cardiaque, c'était très très nul, à part peut-être quand on va faire du rowing à un bras avec haltère, donc ou des fentes arrière avec haltère ou peut-être de la presse à cuisse. Mais sinon, la muscu,
on doit être en mode relax pendant toute la séance, je pense. Bien sûr. Et je te rends la parole, Rudy. Ouais. Alors je vais compléter ce que tu as dit. 144 en zone 2, ça me paraît assez haut pour toi. Mais bref, ça on s'en fout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme expliqué dans le guide ultime de l'endurance, la détermination des zones, on peut la faire de plusieurs façons. Toi, tu l'as fait par rapport à la fréquence cardiaque, mais aujourd'hui, par exemple, si on fait un 10 km, ça a beaucoup plus de sens, donc en course à pied, de le déterminer par rapport à ce qu'on appelle la puissance critique, qui s'obtient en faisant en général 2 tests, compris entre 3 et 5 minutes, et l'autre entre 12 et 20 minutes. Et ensuite, il y a un algorithme qui a été un peu validé scientifiquement, qui va te donner ta puissance critique, et à partir de là, différents pourcentages pour avoir des puissances, parce que puissance, c'est si on fait du vélo, si on mesure sa puissance, mais ça peut être aussi vitesse critique si on fait de la course à pied. Et donc différentes zones avec différentes vitesses. Aujourd'hui, on a plutôt tendance pour les zones à utiliser au moins 2 facteurs. Donc là, je parlais de ce facteur vitesse critique, puissance critique, plus fréquence cardiaque. On peut aussi utiliser, si on y a accès, des tests qu'on faisait avant en laboratoire, mais qui sont toujours la plupart du temps en laboratoire, avec un masque qui mesure les échanges gazeux. Et donc là, on va avoir son SV1 et son SV2, et à partir de là, également ces zones qu'on va corréler à une fréquence cardiaque, parce qu'on peut pas mesurer les échanges gazeux quand on court. Ou on peut encore, ce qui est très à la mode, parce que c'est beaucoup plus pratique à mettre en place, et ça coûte pas si cher que ça si vous êtes entraîneur, c'est de déterminer ces zones par rapport à la production de lactate. Et donc, pareil, chaque individu, moi, je suis une formation en ce moment, celle de mon pote Sean sur le sujet. Enfin, moi, que j'ai pas avancé parce que j'étais pas mal occupé avec tous les cours que je donne. Mais, pareil, on peut déterminer les différentes zones grâce à la prise de lactate. Et donc, évaluer ses progrès. Si on tient plus de lactate, à son deuxième seuil, si on en tient, plus à son premier seuil. Bref, on peut mesurer tout ça. Et donc, aujourd'hui, en fait, on n'utilise plus un seul facteur, mais au moins 2 facteurs pour déterminer ces zones et avoir un peu plus de précision. Tout en sachant que, en fonction de la fatigue, de comment on est, tout ça, ça va varier. C'est pour ça qu'on donne plutôt, comme tu l'as dit, des plages, des pourcentages, donc 70-80% par exemple. Ça me paraît un peu haut pour la zone 2, mais bon, on est aux alentours de ça, 70-75% de mémoire. Mais voilà, pour avoir quelque chose de plus juste. Ensuite, je répète ce que j'ai dit, mais les zones sont différentes en fonction de la modalité. Ta zone 2 sur le vélo, si tu faisais des tests, sans doute qu'elle serait aux alentours de 120 ou 125. Elle serait minorée par rapport à ce que tu fais au rameur. Également, le rameur, faut le dire, c'est, et je vais rappeler une anecdote assez drôle, quand on a organisé les Super Physique Games, la première édition, ça devait être 2016, à la base, moi, je voulais faire 1000 mètres au rameur. Je m'étais dit, 1000 mètres, comme ça, les gens vont s'entraîner tout ça. Et en fait, arrivé à l'épreuve, l'événement était un peu confidentiel, il y a toujours la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir. J'avais pas fait de qualification, j'avais invité que mes potes. Et en fait, personne ne voulait faire le 1000 mètres, disait, non, c'est trop long, on va faire le 500. Donc, on a fait le 500. Mais effectivement, le rameur, étant donné le nombre de muscles qui sont en jeu, et c'est pour ça que j'avais interviewé Hugo Beuret, qui est en équipe de France d'aviron, dans le podcast, dans les premiers épisodes des Secrets du sport, pour ceux qui veulent aller écouter en podcast, Secrets du sport, Hugo Beuret, Beurey. En fait, il y avait raconté son entraînement, et là, je m'étais dit, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est faramineux en termes de volume d'entraînement, de respect de cadence, de respect des zones, tout ça. Et ce qui fait que la France est souvent un pays qui a des médailles aux Jeux Olympiques à chaque Olympiade. Mais comme il y a beaucoup de muscles en jeu, on monte facilement en termes de fréquence cardiaque. Et je trouve que si demain vous aviez un objectif plus santé, conditions physiques de manière générale, et moi des fois j'y pense aussi, si je faisais pas de kayak, vu que je faisais beaucoup de tirages avec le haut, je me dis, si on fait du rameur 2 à 3 fois par semaine avec un vrai programme, peut-être on y reviendra après, ça a beaucoup de sens parce que c'est vrai que ça donne une énorme condition physique. Alors, bien sûr, si après vous devez courir, vous êtes plus habitué au choc, donc il faut y aller doucement si vous voulez recourir. Mais d'un point de vue global, c'est ce qui est, à mon sens, le plus complet pour développer une super condition physique, un super système cardiovasculaire. Et d'un point de vue local, à part les pecs et on va dire l'avant des épaules, on développe aussi une sorte d'aérobie locale sur beaucoup de muscles qu'on n'a pas avec, par exemple, le vélo ou avec la course à pied ou avec d'autres modalités sportives. Voilà, Fabrice. Ouais, tout à fait. Mais oui, et le premier test que j'ai fait avec le rameur, donc moi le rameur, j'aimais bien faire 4 rounds de 5 minutes et me dépouiller en faisant ces rounds-là. Ça m'amusait beaucoup de faire ça. Et avec ce truc-là de fréquence cardiaque, en fait, je me suis aperçu que ces 4 rounds, ils étaient proches de l'espèce de zone rouge, si on appelle ça zone rouge. En fait, j'étais entre 160 et 170 pulsations. Et ça pouvait monter encore plus haut, quoi.
Donc, je me rapprochais de ma fréquence cardiaque maximum. Alors, attention, la fréquence cardiaque maximale, ça veut pas dire que quand on l'atteint, on meurt, hein. C'est juste que normalement, après, ça augmente. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que tu sais, sur Internet, tu vois des trucs, ils appellent ça zone rouge ou voilà, zone rouge. Et du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Est-ce que je vais chauffer et après je vais mourir ou je ne sais quoi? Mais en fait, non, c'est pas grave si on l'atteint enfin, si on est en bonne santé et que sportif, c'est pas très grave. Mais bon, toujours est-il qu'avec le rameur, voilà, moi qui suis pas spécialement bon en rameur, même plutôt complètement nul, on va dire, vu que j'ai pas de compétences particulières dessus, eh ben j'étais déjà assez proche de ma fréquence cardiaque max. Alors que voilà, sur le vélo, c'était comme l'a expliqué Rudy, c'était très difficile de faire monter, quoi. Et donc là, c'est très facile de faire monter, même trop facile entre guillemets. Faut essayer de se contenir pour pas que ça monte trop haut, quoi. Donc super outil. Et du coup, effectivement, Rudy, donc là, il y avait deux méthodes pour calculer. Il y avait à partir de la fréquence cardiaque et puis il y avait l'autre méthode où tu prends la fréquence cardiaque au repos puis l'amplitude cardiaque. Et c'est vrai que sur les zones basses, on va dire, ça donne des résultats qui sont complètement différents. C'est un peu troublant, ce truc-là. Et donc, du coup, dans le livre de rameur que j'ai, il conseille d'utiliser la formule qui se base sur la fréquence cardiaque au repos plus l'amplitude. Je ne sais pas si toi, tu as une préférence sur la formule ou si tu considères, comme tu viens de le dire, qu'au final, c'est un peu accessoire parce qu'il faut utiliser d'autres facteurs et pas seulement ce truc-là de la fréquence cardiaque. Mais ton avis là-dessus? Ouais, et j'en parlais avec Denis Auguin, justement, qui était l'entraîneur d'Alain Bernard, qui est toujours à la Fédé de natation il y a 2 ou 3 semaines sur mon podcast, et je lui demandais justement comment il régulait un peu les intensités en natation, parce que je me disais, est-ce qu'ils utilisent un cardio-fréquence-mètre? Comment ils savent qu'ils sont en en entraînement facile, en aérobie, plus en aérobie qu'en anaérobie, comment ils savent tout ça? Et il m'a dit un truc assez drôle. Très drôle. Deux choses. La première, il m'a dit, je fais confiance aux athlètes pour adopter le bon rythme en fonction de ce que je leur demande. Donc lui, il utilise beaucoup la sensation, le RPE. Il dit c'est des athlètes, donc normalement ils ont une intelligence du corps. Et il dit en même temps, j'ai jamais vu un athlète aller trop vite. Quand tu fais beaucoup de volume d'entraînement, il dit souvent ils se régulent d'eux-mêmes. Mais pour nous autres qui sommes amateurs, moi j'ai tendance à me dire, et on en parlera peut-être après de la répartition, que en dehors un peu de ces notions de fréquence cardiaque, tout ça, si tu veux faire de la basse intensité, t'as plutôt intérêt à aller plus doucement que trop vite. Par contre, quand tu dois forcer, là, faut mettre le tarif. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en revient peut-être à une notion d'objectif dont on va rediscuter. Mais c'est pourquoi je fais, et j'ai souvent gueulé là-dessus, mais pourquoi je fais du vélo, pourquoi je fais du rameur, pourquoi je fais ci, quel est l'objectif derrière? Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec toute cette mode justement de l'endurance, de la zone 2, de l'endurance fondamentale, voilà, qui viennent me voir et qui me disent moi j'aimerais faire de la zone 2. Mais je dis oui, mais c'est pour faire quoi? Si parce que ça n'a pas de sens de faire juste de la zone 2. Après, je rebondis sur un truc que tu as dit aussi tout à l'heure, sur tes pulsations et concrètement aussi, même si t'es pas athlète professionnel, tu t'entraînes depuis plus de 20 ans, t'as fait beaucoup de circuits, t'adorais, tu faisais ta corde à sauter, t'as fait plein de trucs, donc t'es entraîné cardiaquement. Même si t'as eu un arrêt pendant quelques mois, t'es très entraîné cardiaquement. Et c'est pour ça que quand tu marches, ta fréquence cardiaque, même quand tu marches vite, tout ça, elle monte pas tant que ça. Moi, j'ai des élèves en coaching à distance qui veulent se mettre un petit peu au cardio rien que pour leur santé de base, en plus de la muscu qui reste la priorité. Et quand ils vont marcher, ils sont des fois à 120, 130 pulsations en marchant à même pas 5 km/h. Et j'en ai beaucoup des comme ça. Parce que quand t'as pas d'entraînement cardiovasculaire et que tu fais effectivement la muscu, que ça monte pas parce que t'es assis, t'es allongé, voilà. C'est confortable en un sens, pas forcément dans l'effort, mais ça reste une position confortable où t'es délesté. Et en fait, pour beaucoup, la marche va être une première activité cardiaque utile, et c'est triste à dire, mais c'est la vérité, utile. Et c'est pour ça qu'aussi le vélo est très populaire aussi, notamment le biker que mon pote Sean a beaucoup mis en avant, parce que pour beaucoup d'individus, ils vont faire du vélo à très basse intensité, ils vont pédaler un peu dans la semoule, et leur cœur va tout de suite être à 130, 140, donc bien au-delà de leur zone, entre guillemets, d'endurance fondamentale. Ils vont déjà pédaler trop fort par rapport à leur capacité cardiaque. Or, quand tu veux progresser d'un point de vue cardiaque, au début, c'est un peu comme la muscu, tu dois faire les bases, et les bases, c'est cette endurance fondamentale. Donc c'est pour ça que le vélo est beaucoup utilisé, qu'on peut utiliser la marche en fonction de son niveau d'entraînement. Mais toi, Fabrice, t'es déjà très, très, très entraîné, en fait, comparativement à la plupart des gens, et j'imagine en plus que entre tes 4 fois 5 minutes, au bout d'une minute, ton cœur est déjà redescendu énormément. Ce qui montre ça, justement, ta faculté d'être entraîné.
t'es déjà entraîné, c'est un bon signe d'être entraîné. Ta fréquence cardiaque redescend vite. Et je pense que c'est ton cas aussi. Eh oui, tu le sais, parce que je t'ai même envoyé mon graphique. On va partager le graphique. C'est presque une preuve d'amour. J'ai envoyé mon graphique. Ok, bah écoute, on va pas passer trop de temps là-dessus, vu qu'on en a déjà passé beaucoup de temps. Et alors, on pourrait imaginer, voilà, pour revenir à cette histoire de rameur, j'ai regardé donc dans les livres, on n'est pas obligé de se baser sur la fréquence cardiaque, parce qu'en fait, comme il y a déjà tellement de données et de gens qui ont déjà travaillé sur le rameur, en gros, ils ont des tableaux, et si, du hasard, tu mets 8 minutes pour faire 2000 mètres, et ben en fait, à partir de ce temps de 8 minutes, ils sont déjà capables de te dire, et ben pour être en UT2, alors appelons ça zone 1 pour simplifier, il faut que tu sois entre tant et tant de minutes aux 500 mètres sur telle distance, etc. En fait, il y a déjà tous des chiffres qui existent sans même avoir besoin de la fréquence cardiaque. C'est comme ça que j'ai vu qu'on pouvait faire. Et du coup, bah là, t'as pas besoin de mesurer la fréquence vu que tu te bases sur des tables déjà établies. Ouais. Ce qui fait assez sens. Après, j'enchaîne rapidement. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, c'est quand même la mode des données. Et je donnais un cours, des cours en CQP la semaine dernière, donc à Paris à l'INSEP. Et voilà, c'est la mode des données. Donc on dit, voilà, il faut que tu mesures tes lactates, tes seuils, ta fréquence cardiaque, tout ça. Mais en se faisant, parfois on se déconnecte un peu. Bah toi, t'avais pas l'habitude, là, ça fait longtemps que t'avais pas pris ta fréquence cardiaque, mais on se déconnecte vraiment de soi-même. Et on se fie plus à des données qu'à ce qui se passe. Moi, j'ai pas besoin, la plupart du temps, quand je fais du kayak, ça fait tellement longtemps que j'en fais, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'en fais un peu à fond. J'ai pas besoin de regarder mon chrono pour savoir que là, entre guillemets, je suis à ma bonne vitesse pour faire mes 30 secondes. Je suis presque à fond, je suis à ma vitesse. Quand je dois faire des séances longues techniques, j'ai pas besoin de regarder ma ceinture ou ma vitesse pour savoir que je suis aux alentours de 11,5, 12 km/h en fonction de la température de l'eau. Je le sais. Je le sens. Pareil, quand je suis sur le vélo, j'ai pas besoin de prendre ma fréquence cardiaque ou quoi que ce soit pour voir. Je regarde mes watts de temps en temps. Mais c'est juste pour corroborer à mes sensations. Et beaucoup d'individus qui débutent, en fait, avec toutes ces données qu'on voit sur le net qui sont très intéressantes, hein, moi j'adore ça et j'ai tout creusé, d'où mon article, phare, sur le sujet. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et même jusqu'à un très 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 gros niveau, il y a des personnes qui n'utilisent pas ça. J'avais interviewé, pareil, Marjolaine, qui est championne du monde de triathlon longue distance. Donc pareil, podcast Les Secrets du Sport. Et quand je lui demandais comment elle s'entraînait, en fait, beaucoup de choses étaient à la sensation. On lui disait, bah voilà, tu dois faire 3 fois 20 minutes. Voilà, est-ce que tu peux tenir sur 1 heure? Ben voilà, elle savait. Elle savait quelle vitesse c'était. Alors après, son entraîneur débrief, il dit, bah voilà, t'aurais peut-être pu être plus rapide ou moins rapide, non, voilà. Mais normalement, on doit apprendre aussi à se réguler. Comme disait Denis Hoguin, personne va aller trop vite. Alors bien sûr, si vous faites 10 séances par semaine, c'est chiant que si vous allez trop vite. Mais si demain, vous faites 2, 3 ou 4 séances d'une activité, il y a un moment, bah voilà, toutes ces histoires, je sais pas si on en parlera après, de répartition, parce que j'avais noté le sujet, les questions se posent moins en fait. Elles se posent beaucoup moins parce que on s'entraîne tellement peu qu'à un moment, il faut se rentrer dedans, quoi. À un moment, il faut y aller, quoi. Donc, toi, Fabrice, quelle va être la suite déjà pour ton entraînement en rameur? Est-ce que tu vas nous préparer une compétition, les championnats d'Europe ou championnats du monde d'indoor rowing? Voilà, on est tous prêts pour ça. Attends, avant, je vais répondre, je vais corroborer ce que tu disais. Oui, en fait, ça me fait penser au début quand tu y connais rien en diète. T'as besoin de compter tes calories pour te rendre compte de ce que représente voilà une assiette de riz et 3 œufs dans ton assiette. Voilà, de faire cette association. Effectivement, là, moi, la fréquence cardiaque, j'ai jamais mesuré, j'y connaissais rien. Et là, voilà, j'ai compris que bah aller marcher, ça fait pas trop monter, faire du vélo, ça monte un peu plus, mais il faut transpirer, etc. Voilà, ça m'a permis de comprendre des choses, mais effectivement, je veux pas utiliser le truc à fréquence cardiaque tout le temps. Je suis en train de, voilà. C'est la même chose que si je comptais mes calories en mangeant, tu fais ça pendant 2 semaines et puis après t'as compris quoi à peu près. Donc ça, c'est pour dire ce que tu disais qu'au bout d'un moment je reviendrai au truc des sensations. Et aussi je voulais te dire là le truc de fréquence cardiaque, donc ça existe depuis quelques années, mais si on prend Ross Enamet là qui est un entraîneur de boxe que j'aime beaucoup, j'ai tous ses livres, à aucun moment il parle de fréquence cardiaque dans ses livres en fait. Et pourtant, il entraîne des boxeurs de niveau international. Et simplement, le truc zone 1, zone 2, quand tu fais de la boxe, ça s'appelle aller courir. En gros, aller courir 1 heure le matin, par exemple. Le truc d'être en zone 4, ça s'appelle faire du sparring ou faire de la corde à sauter. Et au final, il y a déjà
au niveau de l'entraînement, des trucs qui correspondent aux zones, mais sans qu'il y ait besoin de mesurer la fréquence cardiaque ou de se dire qu'on est en zone truc muche. En fait, c'était déjà intégré depuis toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà une logique. C'est ça. C'était déjà. Il y a pas besoin, quoi. Non, il y avait pas besoin, mais c'est vrai que comme tu le dis, je renchaîner aussi sur la fréquence cardiaque. Moi aussi, j'ai une ceinture cardio. Là, je l'ai prêté justement à June pour ses outils de triathlon parce que je m'en servais plus. Tu t'en sers un peu au début pour voir effectivement ce que ça donne, mais une fois que t'as fait, de toute façon, tes progrès, une fois que t'es entraîné, moi je m'entraîne à fond en termes de cardio. En fait, ça bouge plus beaucoup, quoi. Allez, tu vas peut-être bouger de 1 ou 2 pulsations. Et j'ai interviewé pareil un gars. Faut vraiment que vous écoutiez le secret du sport. Mathieu Lambert, un cycliste. Et lui, en fait. Il y a pratiquement rien qui progresse chaque année. Et pourtant, il est pratiquement pro, quoi. Il est juste en dessous du niveau pro en vélo. Et en fait, il y a presque plus rien. Il arrive à progresser en ce qu'on appelle la durabilité, à tenir une certaine puissance un peu plus longtemps. Mais il progresse plus vraiment sur ses niveaux de puissance. Ses pulsations, c'est les mêmes. Et donc, en fait, lui, il va plutôt surveiller, s'il regarde ses pulsations, que pour l'effort qu'il fait, ça correspond à peu près à ce qu'il devrait être pour estimer que son cœur est pas fatigué, vu que c'est un muscle aussi, il peut fatiguer. Et voilà, qu'il est pas en surentraînement avec tout ce qui va être VFC ou HRV, comme vous préférez, variabilité de la fréquence cardiaque, parce que si vous le savez pas, votre cœur ne bat pas à un rythme régulier. Il y a une latence, une durée entre chaque battement du cœur qui varie. Et donc, plus ça c'est important, plus vous êtes en forme, moins c'est important, moins vous êtes en forme d'un point de vue cardiaque et ça peut aider à réguler son entraînement. Mais encore une fois, c'est des trucs pour le très très haut niveau, voilà. Mais ouais, c'est intéressant tout ça, mais c'est beaucoup de prise de tête en fait pour pas grand chose. C'est comme le débutant en muscu, il est là, franchement, un programme général, on apprend la technique d'exercice et on verra après pour optimiser les temps de récupération, pour optimiser le nombre de séries, le nombre de répétitions. Il y a des bases au début qui permettent encore une fois de progresser pour certains, en tout cas en cardio, très 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 loin, hein. Vraiment avant de devoir se prendre la tête là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tout se démocratise avec les réseaux sociaux. Et comme je disais tout à l'heure, les lactates, tu peux acheter des lecteurs de lactates, là, si on appelle ça comme ça, pour d'occasion 200 €. Alors après, il y a des consommables, c'est un peu comme l'électro, tu sais, ils sont malins. Il y a les aiguilles qui sont, il faut payer à chaque fois, quoi. Mais ouais, tu peux devenir un savant fou ou presque très facilement aujourd'hui. Mais est-ce que ça a du sens pour la majorité d'entre nous d'aller là-bas en dehors de nourrir notre curiosité personnelle? Non, parce qu'en fait, tout se corrèle à nos sensations. Et si on débute une activité, je sais pas si vous nous écoutez, et vous débutez une activité cardio, en fait, c'est bien de voir un petit peu, mais vous allez progresser parce que vous faites. Vous avez tellement de marge de progrès que ça va, rien que de faire un peu, vous allez courir 2 fois par semaine, vous allez progresser, vous allez faire du vélo 2 fois par semaine, vous allez progresser. Mais plus vous progressez, c'est comme en muscu, plus il faut s'investir dans peut-être ces datas, voir ce qui se passe, être plus minutieux, mais exactement comme dans n'importe quelle activité si on veut exceller. Mmh. Alors du coup, je finis sur 2 autres trucs que j'avais notés sur mon papier. Alors pour la transpiration et pouvoir aller faire mon vélo dans une salle de musculation sans qu'on me jette ou qu'on m'achète du déodorant ou même du rameur dans une salle de musculation, j'ai trouvé la solution, mon cher Rudy. Ouais, je suis allé au Intersport, je suis allé au rayon tennis et j'ai acheté un petit truc qu'on met sur la tête là, l'espèce de bandeau que mettent les tennisman. Trop bien, le look des années 80. Ouais. Alors là, je vais pas mentir, le crâne chaud plus le crâne chauve plus le bandeau, là ça fait une touche de fou. Et même s'il va pas falloir que je rajoute une casquette ou je sais pas quoi par là-dessus parce que sinon ça fait hyper spécial. Mais bon, et effectivement cette bandelette qu'utilisent les tennisman, ça c'est pas mal, ça récupère une bonne partie de la transpiration et donc voilà, ça aide un peu à être un petit peu plus propre. Deuxième truc, voilà. Et la deuxième idée, donc c'est sur le fait de respirer par le nez, qui a vraiment été mon dada ces dernières semaines. Donc j'avais bien joué à ça déjà quand je faisais ma marche afghane, mais Rudy m'a interdit d'en parler, donc j'en parle plus. Et là sur le rameur, je suis vraiment entraîné. Je me suis entraîné. J'ai fait en sorte en gros, je n'ouvre pas la bouche pendant tout l'entraînement. Y compris quand je fais mes petites pompes entre les rounds ou mon hip thrust, on va dire, entre les rounds. Voilà, je ouvre pas la bouche et je fais tout en respirant par le nez. Et petit à petit, j'ai appris en fait à réussir à respirer par le nez, même en faisant le rameur. Et ça tient à peu près, sauf si vraiment je fais beaucoup de tirages par minute. Mais sinon, ça marche. En quelques séances, j'ai réussi à m'adapter et ça, j'en suis
fort content. Et je trouve que ça aide même à être en mode associatif. Donc pour ceux qui se souviennent du précédent ou du podcast encore avant, je trouve qu'on a encore plus dans la team association quand on respire par le nez que quand on respire par la bouche. Ouais, Bref, ouais. à voir où ça me mène tout ça, mais il y a un truc. Je tiens un truc avec cette respiration par le nez, Rudy. Il y a quelque chose à creuser, en fait. Bah, en fait, quand tu respires par le nez, je conseille encore une fois l'excellent livre de mon pote Stéphane, Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, qui est un super livre qui vaut toutes les formations que j'ai pu voir sur le sujet à plusieurs centaines d'euros. Le bouquin doit coûter 20 ou 30 balles. Il est vraiment super sur le sujet. Il y a deux choses que je voulais rajouter, c'est que avant on disait, si tu respires par le nez, t'es forcément à basse intensité. C'est pas vrai. Moi, c'est pareil. En m'entraînant à respirer par le nez dans mes différents tests, je vois que je peux monter à fond sur le vélo en termes de watts et toujours respirer par le nez. Donc, c'est pas forcément corrélé. Et en même temps, quand tu respires par le nez, normalement, l'air est mieux filtré. C'est mieux en tout point. Mais, de toute façon, quand tu fais un effort vraiment intense, tu vas utiliser ta bouche pour emmagasiner plus d'air. Mais là, ça peut expliquer aussi que si tu respires par le nez et que les efforts sont assez intenses, en tout cas d'un point de vue cardio, que ton système respiratoire est très très bien développé pour emmagasiner l'oxygène et la redistribuer ensuite dans ton système, dans ton corps. Donc ça peut être ça, Fabrice, que tu as un super système cardio-respiratoire, et ça tu peux le tester avec des spiromètres si tu veux. Si tu veux faire des tests. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Parce que quand il y a une côte, par contre, sur mon VTT, et ben là, j'arrive pas tout de suite. Faut que je rouvre la bouche. Et même les côtes à pied, donc on va appeler ça en randonnée, c'est pas facile de faire toute la côte en respirant par le nez. Donc il doit y avoir un certain type d'effort. Et je pense qu'au rameur, là, j'ai réussi à apprendre à respirer par le nez parce qu'on a une petite pause entre chaque répétition, tu vois. Et donc du coup, ça, au niveau respiratoire, on bénéficie de cette petite pause. Et au vélo, effectivement, comme toi, par contre, ça gêne. Enfin, au vélo d'appartement, ça gêne pas du tout. Mais voilà, en randonnée quand ça monte ou en vélo quand ça monte, pour le moment, j'ai pas réussi à ne faire que de la respiration par le nez. À un moment donné, il faut la bouche. Donc, je pense que j'ai une marge de progression, mon cher Rudy. Bien sûr. Et sur ce, si tu veux, on peut passer à d'autres questions pour ne pas non plus gonfler les gens qui n'ont pas de vélo d'appartement, pas de rameur et pas de ceinture de fréquence cardiaque. Ouais, bah, et je vois que ça fait un peu plus de 50 minutes, et donc je voulais finir sur un truc sur le cardio, parce que il y a encore un truc qu'on n'a pas abordé et dont tu m'avais parlé un peu en antenne, c'est que pendant longtemps la mode, en tout cas en cardio depuis que nous on fait de la muscu, c'est de faire du HIIT, du high intensity interval training, donc du fractionné très très court, le fameux Tabata dont Fabrice était particulièrement fan sur la corde à sauter. Bref, vraiment du très très court. Et depuis maintenant un petit moment, ce qui est à la mode, c'est le développement vraiment du système aérobie, l'endurance fondamentale, la zone 2, c'est vraiment ça qu'il faut faire, tout ça. Et c'est la question, c'est qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'il faut faire. Par rapport à ça, il y a pas une réponse universelle, mais il y a une histoire de contexte. Je veux être en bonne santé. J'ai jamais fait d'activité cardiovasculaire, comme certains de mes élèves qui font que de la muscu, voilà, qui sont jamais trop bougés. Vous êtes à 120 ou 130 en marchant, c'est sûr que même si vous êtes très jeune, ce qui peut expliquer ça, mais voilà, si vous avez 30-40 ans et que c'est ça, faut faire de la zone 2, faut faire de l'aérobie. Votre base aérobie est trop faible. La base aérobie, imaginons que, je reprends un exemple en muscu, vous apprenez la technique d'exécution, ensuite vous sélectionnez les exercices, vous modifiez ensuite l'amplitude, et ensuite, vous allez aller vraiment de la personnalisation, du nombre de répétitions, du nombre de séries, tout ça. Il y a une sorte de pyramide qui se fait. Ok? Là, c'est le bas de la pyramide. Si vous avez déjà pas ça, c'est la base. C'est pour ça que c'est très populaire aujourd'hui, parce qu'on se rend compte, en mesurant sa fréquence cardiaque, pour beaucoup d'individus qui découvrent cette activité cardio, en fait que ils ont un système cardiovasculaire tout. Voilà, ils partent de très bas. Donc, en ce sens, oui, faire de la zone 2, c'est bien. Maintenant, vous êtes un pratiquant de muscu et vous souhaitez entre guillemets optimiser pareil votre pratique de musculation, mieux progresser. Est-ce que vous avez intérêt à faire du cardio pendant longtemps, et quel type de cardio? Pendant longtemps, on a parlé des interférences, voilà, que plus on faisait d'activités, et notamment d'activités qui étaient vraiment opposées, plus ça pouvait avoir d'impact. Et effectivement, sur l'hypertrophie, ça a de l'impact. Ceux qui disent non, en général, c'est ceux qui sont pas entraînés, qui n'ont pas d'expérience terrain, qui lisent des études, blablabla. Si je fais 5 séances de cardio par semaine, je peux faire autant de muscu que je veux.
ça annihile beaucoup des gains musculaires. Il n'y a pas de débat, même si c'est à basse intensité, c'est pas bon, ça crève. Et là, je vois d'ailleurs un truc intéressant. Moi, à chaque fois que je cours, je perds des cuisses. Quand je faisais du vélo, j'avais dit que j'avais repris des cuisses, mais là, je cours. Quand je cours, je perds des cuisses. Peu importe ce que je fais pour les cuisses à la salle, si je cours 2-3 fois par semaine, je perds des cuisses. Donc c'est mon exemple, mais je pense que beaucoup corroboreront ce truc-là. Donc, si vous êtes pratiquant de muscu et vous souhaitez améliorer votre système cardiovasculaire, il faut faire des choses qui sont pas trop taxantes d'un point de vue nerveux, donc pas beaucoup de muscles en jeu, et qui vont pas avoir trop d'interférences, donc qui vont pas générer trop de fatigue. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être de la marche, vous partez de très bas, ça peut être du vélo, et de mon expérience en tant que coach, encore une fois, après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, bah, si vous faites ça 2 fois par semaine, ce que j'explique dans mon article, ce coup-ci, cardio en musculation, qui est beaucoup plus simple que le guide ultime de l'endurance, et ben, en général, je remarque pas de soucis. À partir de 3 séances, je commence à remarquer des interférences sur la prise de muscle. Alors certains n'en auront pas, voilà, les plus doués, mais c'est déjà pas mal. Si vous faites 3 séances de muscu et 2 séances de cardio basse intensité, c'est déjà pas mal. Maintenant, si vous avez un objectif, et on en revient à ce truc-là, Fabrice va nous dire après s'il a un objectif de faire des compétitions de rameurs ou je sais pas quoi, bah là, on peut commencer effectivement à s'intéresser aux différentes répartitions d'entraînement qui sont justement, qui vont contenir du HIIT, de l'entraînement intense. Donc il y a plusieurs types de répartitions qui existent. Il y a l'entraînement polarisé, la répartition polarisée inversée, la répartition au seuil, la répartition pyramidale. La plupart des études, entre guillemets, démontrent qu'il n'y a pas de meilleure répartition. La meilleure répartition, elle dépend d'un contexte. Je prends un exemple. Vous vous préparez un 10 km. Quelle est l'allure du 10 km? Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent à peu près votre deuxième seuil, à peu près votre vitesse critique. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez vous rapprocher de l'échéance, plus il va falloir faire d'entraînement à cette vitesse de course pour l'assimiler. Mais quand vous êtes en dehors, vous allez réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité, qu'est-ce qui est le plus loin, mais qui peut quand même m'aider pour progresser sur mon 10 km. Et donc, souvent, ça va être une alternance de périodisation, partir peut-être au début sur justement du polarisé. Donc, quand c'est des répartitions, souvent, un truc intéressant, ils divisent plus en 5 ou en 7 zones, ils divisent en 3 domaines. En fait, les domaines, c'est quelque chose qui est un peu plus simple à comprendre. C'est que la frontière entre le domaine 1 et le domaine 2, c'est le SV1, votre premier seuil. C'est là quand vous n'êtes plus en zone 1, zone 2, vous passez en zone 3, 4. Et la frontière entre le domaine 2 et 3, c'est cette frontière du 10e seuil où là, vous allez vraiment passer à haute intensité. Donc, l'entraînement polarisé, on a beaucoup de zones 1, 3. Et souvent, on parle de 80-20. Après, l'entraînement pyramidal, souvent, ça va être toujours pareil, 70-80% de domaine 1, ça va être 10-15% de domaine 2 et peut-être 5-10% en fonction de ce qui reste de domaine 3. Donc ça, pareil, ça peut avoir plus de sens à mesure que vous vous rapprochez des séances. Il y a même la répartition au seuil où là, presque la moitié de l'entraînement, après c'est un débat en fonction des auteurs, mais va être effectué à vitesse de course. On donne un exemple. Vous vous préparez un 10 km, ça fait longtemps que vous vous entraînez, vous allez peut-être avoir 2 séances à la vitesse de course dans la semaine, plus ou moins longues, et sur vos 2 autres séances, être à basse intensité. Vraiment du footing cool, tout ça. Donc, c'est pour ça que le HIIT corroboré à la musculation, si l'objectif c'est vraiment la musculation, pour moi, ça n'a jamais eu de sens. Et j'avais fait des vidéos, il y a même un article sur Superphysique qui a presque 10 ans et qui est toujours d'actualité. Ça n'a pas de sens parce que, en fait, ça va pas améliorer les fondations de votre entraînement. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que plus votre système aérobie va être efficace, plus vous allez récupérer rapidement entre les séries et entre les séances. Plus vous allez avoir de mitochondries, de capillaires, tout ça, plus vous allez pouvoir récupérer de l'énergie rapidement. Or, ce manque de développement aérobie, en fait, ralentit votre récupération. Ce qui fait que vous faites des séries, vous êtes essoufflé, peut-être aussi parce que vous respirez mal pendant les séries, vous vous crispez. Mais c'est pour ça que c'est hyper important. Or, faire du HIIT, améliore, en tout cas sur le moyen et long terme, beaucoup moins cette base aérobie que les entraînements HIIT. Et c'est pour ça que les entraînements HIIT, en fait, ça n'a du sens que dans un objectif pour moi cardio. Et je dis cardio, ça peut être préparer un 2000 mètres au rameur, ça peut être préparer un 10 km, ça peut être préparer une course de vélo. Et encore, si vous faites un marathon, par exemple, ça se passe beaucoup entre les 2 seuils. Ça se passe ça dépend de la durée de votre marathon. Mais pour certains, c'est entre les 2 seuils. Pour certains, c'est ASV1 parce que ça dure donc au premier seuil en endurance fondamentale parce que ça dure plus de 4 heures. Bref, ça peut énormément varier. Et c'est pour ça que ce débat du HIIT, encore une fois, comme tout débat, pour qui, quand, comment. Mais si vous êtes un pratiquant de musculation qui cherche à optimiser sa progression en musculation, à mieux récupérer, à être en meilleure santé, la basse intensité, c'est très bien. Le HIIT,
c'est trop taxant d'un point de vue musculaire, nerveux et même cardiovasculaire, et ça va impacter votre récupération, qui, vous le savez, n'est pas illimitée, on n'a pas des capacités limitées, et on en a de moins en moins à mesure qu'on vieillit, même si ça peut être intéressant, mais encore une fois, dans un objectif cardio, dans un objectif prise de muscle, santé, ça a beaucoup moins de sens de faire du HIIT. Fabrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, sinon t'as dit un fake news. Évidemment, j'ai jamais fait de tabata avec la corde à sauter. Mais avec la corde à sauter, j'avais trouvé un truc que je trouvais super efficace, qui était, je pense, à peu près l'équivalent de ce qu'on appelle l'intervalle training en course à pied. C'est que je faisais une trentaine de minutes de corde à sauter avec plein de petits rounds d'une minute sans aucun pause entre les petits rounds. Mais j'alternais un round avec un mouvement de corde à sauter très taxant et un round avec un mouvement de corde à sauter plus simple. Et je pense que c'était prou l'équivalent de courir, allez, en exagérant, un petit sprint pendant une minute, ensuite courir doucement, courir un petit sprint pendant une minute, courir doucement, et tout ça pendant 30 minutes. Et c'était ce que je faisais régulièrement avec la corde. Et je pense que c'était assez efficace, vu que à l'époque où je faisais donc beaucoup de cordes à sauter et aussi beaucoup de marches avec gilet lesté. Malheureusement, je n'ai pas testé là, ce qui se passait en allant marcher avec un gilet lesté de 10 kilos parce que je veux plus remettre de choses sur mon dos. Donc ce test, je n'ai pas pu le faire. Je sais pas ce qui se passait. Mais donc, bref, à l'époque où je faisais de la corde, de la course à pied, de la marche avec gilet lesté, etc., ma fréquence cardiaque assis était à 48 quand je la mesurais moi tout seul. À l'ancienne, en chronométrant pendant 2 minutes, et puis avec mes doigts, je prends la mesure, puis je divise par 2. Alors que là, actuellement, assis, je suis à 54 avec le truc. Et donc, le matin, au repos, avant de me lever du lit, avec la ceinture, je suis à 48. Et, enfin, 48, c'est le truc le plus bas que j'obtiens en essayant de méditer, de ralentir mon rythme cardiaque le plus possible, etc. Parce que c'est plutôt entre 48 et 50. Mais voilà, si je essaye de me calmer le plus possible, on va dire que ça fait 48. Et donc, si on dit qu'il y a un ratio de -6 entre quand je suis assis et le matin au repos au réveil, eh ben ça veut dire qu'au moment où je faisais de la corde à sauter, si j'étais à 48 assis, j'étais peut-être à 42 dans mon lit au réveil. Mais bon, ça c'est pure spéculation. Bon, reprise de la corde à sauter. Si c'était vrai, non, si c'est, ouais, non, mais si c'était vrai, ça montre que la corde à sauter c'était un truc assez efficace. Et sinon, enfin Rudy, sur mes objectifs, pour le moment, j'en ai pas. Par contre, tu sais quand même, c'est vrai, ça fait 1 an que je cherche un peu quelle activité je peux faire à la place de la muscu, tout ça. Tu vois, je tatillonne. À un moment donné, j'allais nager dans mon lac, c'était pas mal, c'était même très bien. Mais voilà, c'est bien l'été. Le reste du temps, c'est un peu chiant. Puis en plus, dans le lac, je vois bien qu'il a plein de merde parce que il y a des bateaux à moteur. Et je pense que aller nager dans le lac tous les jours, même l'été, c'est pas bon parce que je dois avaler de la merde enfin il y a des trucs, il est pas propre en fait le lac. Non, je pense que je m'intoxique. Non mais c'est vrai. Faut en tenir compte de la pollution. Un coup, je suis tombé sur un truc sur internet, un type qui faisait du vélo et disait que lui, il faisait gaffe. Alors, je sais plus s'il était en Gironde ou je ne sais où. Il disait, au moment où ils font de l'épandage ou qu'ils mettent des produits sur les raisins, il dit, c'est pas le moment quand même d'aller faire des sorties à vélo au milieu des champs de raisins pour éviter d'avoir trop d'intoxication. Et je pense il avait raison, le type. Et donc, moi, c'est pareil, en fait. Je pense que si j'abuse de la natation dans mon lac, qui est très, très beau, mais probablement pourri au niveau de l'eau, et à mon avis, je vais m'intoxiquer. Bref. Et donc, j'ai cherché plein de trucs. Donc, la natation, le VTT. À un moment donné, je faisais le Qigong, mais c'était trop mou. D'un côté, c'était bien. De l'autre, j'avais l'impression d'avoir 80 ans. La marche nordique ou la marche dans les bois. Alors ça, c'est génial. Ça, j'adore. Je pourrais en faire toute la journée. Mais c'est pas, il me manque un petit truc, tu vois, ça me nourrit pas complètement ma flamme, on va dire. Et voilà, m'inscrire à un club de MMA ou de boxe, c'est foutu. C'est pas à 44 ans que je vais m'y mettre. J'ai pas envie de me défoncer plus que je ne l'ai été. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Et donc, pour le coup, là, enfin, avec le rameur, je me dis, tiens, le rameur, c'est pas mal, en fait. Ça peut remplacer, entre guillemets, la séance muscu d'avant. Et comme ça, là, c'est le rythme que j'ai. J'ai la séance dite cardio. En gros, je fais du vélo d'appartement. Et puis, la séance qui, normalement, aurait été la séance muscu pour alterner un jour sur 2, je fais le rameur, tu vois, puis des petites pompes et des petits trucs comme ça. Et le soir, donc, je fais ma balade vespérale, comme avant. Sauf que, voilà, il y a plus le gilet lesté. À la place, j'ai mes petits bâtons, puis je fais ma marche nordique, si on appelle ça comme ça.
Et tu vois, j'ai retrouvé un petit rythme. Et donc, du coup, j'ai l'impression que le rameur pourrait être cette voie-là qui remplace la muscu. Voilà. À suivre. Mais là, j'ai une petite piste. Et j'ai aussi résolu un autre problème. Allez, vas-y. Pendant que j'y suis, si on a encore 5 minutes. Ouais. Tu te souviens, à un moment donné, j'avais des grosses questions existentielles sur quel niveau de souplesse et de mobilité articulaire que je devais retrouver. Parce qu'avant, donc, on va dire que j'étais beaucoup plus souple et mobile que la moyenne. J'ai eu ma blessure au dos. Puis ensuite, je savais pas ce qu'il fallait faire, quoi. Je me doutais bien qu'il fallait pas chercher à faire le grand écart. Ça, c'était trop. Mais voilà, je savais pas jusqu'où je devais aller, en fait. J'étais complètement perdu. Et là, j'ai retrouvé une bonne logique. Plutôt que de réfléchir articulation par articulation, je réfléchis en termes de mouvement. Donc, je me suis dit, est-ce que pour toi, c'est normal d'être capable de faire un squat sumo à vide? Donc, pour moi, c'est normal. Tout à chacun doit... moi, j'estime que je dois être capable de faire un squat sumo à vide. Et donc, du coup, dans mon échauffement, j'ai inclus 10 squats sumo à vide. Ensuite, est-ce que je dois être capable de faire une fente arrière avec un pas long, donc avec un petit étirement du psoas iliaque, à vide, voilà, sans que ça me tire de partout? Je me suis dit, oui, une fente arrière à vide avec un pas long, j'estime que c'est normal. Donc, j'en fais un petit peu pendant mon échauffement. Après, il y a la fente latérale. La fente latérale, il y a plusieurs pas. On peut faire une fente latérale très, très longue, où là, par contre, ça demande beaucoup de souplesse de l'adducteur, ou une fente latérale d'un pas moyen. Je me suis dit, une fente latérale avec un pas moyen, je dois pouvoir le faire. Et donc, j'ai inclus ça, pareil, dans mon petit échauffement. Et voilà. Et en gros, j'ai mis des exercices comme ça. Alors, par exemple, au niveau de la souplesse du bas du dos et des ischio-jambiers, je me suis dit qu'il fallait être capable de faire ce qu'on appelle le ver de terre. Alors, le ver de terre, c'est on est debout, on fléchit légèrement les jambes et en gros, on pose les mains au sol, mais pas complètement près des pieds. Hein, on avance un petit peu. Et puis, petit à petit, en marchant sur les mains, on se retrouve en position pompe. Et puis après, on remonte de la position pompe à la position debout. Et donc ça requiert un petit peu de souplesse des ischio-jambiers et du bas du dos. Et je me suis dit, ça, c'est un truc que je dois être capable de faire. Donc, pareil, je le fais pendant mon échauffement. Faire des crunchs inversés. Je me suis dit, ça, crunch inversé, on doit être capable de faire ça en termes de souplesse de dos. Donc, je fais un peu de crunch inversé dans mon échauffement. Bref. Et en gros, j'ai une vingtaine de petits exercices comme ça à vide que maintenant j'ai inclus dans l'échauffement et je considère que c'est ma mobilité basique. Voilà. Et du coup, c'est ça ma réponse. Et par contre, dans ce truc-là, je fais pas l'exercice du cobra au sol pour le dos. Je me suis dit, ça, le cobra, j'en ai rien à foutre. Ça sert à rien. Donc, je l'ai pas mis, en fait. Et voilà. La logique que j'ai trouvée. Alors après, évidemment, les exercices que j'ai choisis, on pourrait discuter. Hein. Il y en a qui pourraient dire qu'être capable de faire une fente latérale avec un pas moyen, donc c'est-à-dire avoir la souplesse des adducteurs qui permet de le faire, ça sert strictement à rien et il l'auraient pas mis dans la liste. Mais en gros, voilà, j'ai raisonné comme ça et du coup, je suis arrivé à un truc qui me plaît bien maintenant en termes de routine et qui répond à toutes mes questions. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rudy? Non, mais ça me paraît pas mal. Après, moi, pareil, j'apprends aux élèves en CQP et en BPGEPS quand on commence l'analyse articulaire, c'est d'abord le mouvement global. Si je veux faire un squat, montre-moi ton squat. Ensuite, en fonction de ce qu'on voit, là, on va articulation par articulation. C'est un truc qui coince. Mais c'est vrai que ça part des patterns de mouvement, c'est-à-dire tirage vertical, poussée verticale, tirage horizontal, poussée horizontale, squat et ce qu'on appelle hinge, donc le mouvement de hanche. Et voilà. Et après, on peut dériver. Là, tu mets de la latéralité et t'as raison parce qu'on avait remarqué que justement la muscu c'était très frontal, c'était pas du tout latéral. Et après, on pourrait même imaginer des rotations dans le cas où t'es amené à faire des rotations. Mais je trouve que c'est une bonne logique. Donc là, on est à presque 1h10, donc on va s'arrêter là. Mais pour le prochain épisode, je vais vous teaser. Fabrice a un rameur à eau qu'il a acheté contre notre avis. Vous le savez tous. Vous vous souvenez, à l'époque, on lui avait dit de prendre un concept 2. Or, aujourd'hui, il se rend compte que il peut pas se comparer, il peut pas suivre les programmes concept 2, c'est compliqué. Il peut pas non plus s'inscrire aux compétitions de rameurs qui sont sur 500 mètres ou 2000 mètres. Le 2000 mètres et son type d'effort en plus, c'est vraiment ce qui lui plairait, j'en suis presque sûr. Donc, prochain épisode avec Fabrice, aura-t-il succombé à l'achat d'un concept 2? Il y en a d'occasion, Fabrice, sur le bon coin, si jamais tu peux surveiller. Ou sera-t-il encore à se plaindre de son rameur à eau dont il me parle presque tous les jours? Attention, restez connectés, on en reparle dans 2 semaines. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec Clément pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment.
Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.